Édition spéciale, merci d'être avec nous. Jusqu'à 14h pour une page spéciale consacrée au printemps arabe. Nous sommes le 14 juin. Il y a 5 mois, jour pour jour, le président tunisien Ben Ali quittait le pays et donnait d'une certaine façon le coup d'envoi d'un printemps qui ensuite a connu de nombreux soubresauts. Nous sommes avec une combattante, d'une certaine façon, qui publie ce livre, Tunisian Girl, blogueuse pour un printemps arabe. Merci d'accueillir Lina Benmeni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, François-Xavier Rigaud et Julien Collinet, qui étaient en reportage à Tunis il y a quelques mois, étaient venus vous voir, avaient découvert votre parcours, votre combat. Là, on est 5 mois après, on est le 14 juin, il y a 5 mois, jour pour jour, vous faisiez quoi? Vous étiez où le jour où on apprend que Ben Ali s'en va? J'étais comme les milliers de Tunisiens qui étaient devant le ministère de l'Intérieur. J'étais à la grande manif et puis après que la police a utilisé les bombes lacrymogènes et les cartouches, je suis rentrée chez moi. Ils ont annoncé l'état d'exception et je suis rentrée. Donc j'étais à la maison devant le poste de télévision quand on a annoncé ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une très très grande joie. Ouais. Ouais, on attendait ça. Mais j'étais surprise. Vous avez pas cru tout de suite? Pardon? Vous avez cru tout de suite à cette annonce? Non, c'était très merveilleux pour que je puisse le croire tout de suite. C'est la fuite d'un homme ou la victoire des idées? Pour moi, c'est une victoire des idées de lutte qui a commencé bien avant l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi. Alors, on a dit d'ailleurs, on a titré les 6 mois du printemps arabe parce qu'effectivement, environ un mois avant la chute du président Ben Ali, il y avait eu le début de ces émeutes en Tunisie qui n'avaient ensuite fait que s'accroître et provoquer ensuite la chute de ce dictateur. Un mot sur le procès, parce qu'on a appris hier soir que Ben Ali serait jugé le 20 juin prochain, dans quelques jours, par contumace, évidemment. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Il n'est pas en Tunisie. Les Tunisiens veulent bien le voir introduit devant la justice tunisienne. Ils veulent le voir présent. Il doit payer pour tous les crimes. Mais ils ne le verront jamais. Pardon? On le verra jamais revenir en Tunisie. Je ne sais pas qui c'est. Vous y croyez encore? Moi, je garde l'espoir. Ouais. Et vous pensez, par exemple, que sa femme, qui était quand même très active, qui était le bras armé quand même de ce régime, de cette dictature, elle a pas de raison de santé, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas traduite elle doit être jugée en Tunisie. Ça soulagerait les familles des victimes, des gens qui ont été torturés pendant des années et des années, les gens qui ont été tués. Voilà. Et le fait que l'Arabie Saoudite offre l'asile à un homme qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. C'est décevant, mais venant de la part de l'Arabie Saoudite, c'est pas surprenant, quoi. Alors, on va raconter votre histoire, votre combat de blogueuse. Daphné. Oui, parce que vous êtes une des blogueuses à avoir porté la révolution en Tunisie via votre blog Tunisian Girl et votre page Facebook. Et dans votre livre, en fait, vous racontez comment Internet, les blogs, les réseaux sociaux, en fait, ont contribué à l'émergence d'une véritable information dans un pays où finalement tous les médias étaient contrôlés par le régime en place. Et alors vous dites, pour rester libre, il fallait se dissocier du pouvoir. C'est pour ça qu'à aucun moment vous avez voulu rentrer d'ailleurs en politique, parce que pour vous, dans un parti politique, il y a des règles, il y a des protocoles à suivre. Et d'ailleurs, je vous cite, vous dites, en tant que blogueuse, je suis un électron libre qui n'a pas de limite. Sur Facebook, j'ai rencontré virtuellement des défenseurs des droits de l'homme. Et François-Xavier Rigaud était d'ailleurs avec vous en mars dernier pendant les manifestations à Tunis. Et on va vous voir en action comment vous procédez pour faire vivre votre blog. Moi, au début, j'étais hésitante pour prendre des photos de gens morts, mais c'était les familles qui insistaient. Ils me demandaient de prendre les photos en me disant, voilà, nous voulons que le monde entier sache ce qui est en train de se passer en Tunisie. À plusieurs reprises, son matériel informatique a été saisi à son domicile par la police. Mais cela n'a pas suffi à démotiver cette jeune activiste. La manifestation à peine terminée, la vidéo est déjà en ligne. Elle vient de l'envoyer de son ordinateur avec une clé 3G. J'ai fait un petit montage. J'ai mis le titre en français. Et j'ai expliqué que c'est une manifestation pour réclamer une assemblée constituante.
Alors voilà, le combat c'était contre la censure. C'est fini ou pas? Il y a encore de la censure? Il y a une nouvelle forme de censure en Tunisie. Dernièrement, on a appris la censure de quelques pages Facebook sous un ordre des tribunaux militaires. Il n'y a pas eu de procès et c'est bizarre. Voilà, les pages ont été censurées sous le prétexte qu'ils incitent à la violence. Marie. Oui, alors juste un truc, peut-être qui va remonter le moral à ceux qui continuent à se battre et qui redoutent la censure, parce que c'est vrai qu'on a vu en Égypte que Internet avait été fermé, c'est aussi le cas en Syrie. Hein. Et alors on apprenait hier dans le New York Times que l'administration Obama est en train de travailler pour déployer ce qu'on appelle un Internet fantôme qui permettra justement aux blogueurs et aux activistes de s'exprimer et de contourner la censure. Alors notamment, il y a un truc absolument sensationnel qui s'appelle Internet dans une valise. Ça coûte environ... Non, c'est absolument sensationnel. C'est un truc qui coûte 2 millions de dollars. Et en gros, on peut traverser les frontières et choper des signaux comme ça sans passer par les réseaux nationaux. Vous êtes au courant de ça? Non, pas encore, mais il ne faut pas oublier que les logiciels qui ont toujours été utilisés par le régime tunisien pour la censure nous viennent des États-Unis. Voilà. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on a fait... On a donné un peu d'emphase sur ce phénomène Facebook lié aux révolutions et que finalement, dans beaucoup de cas, les fusils ont été plus efficaces et ont eu raison. C'est-à-dire que des pays comme la Libye et le Yémen, où le soulèvement est spectaculaire, c'est des pays pas très connectés à Internet, finalement. Oui, personnellement, je trouve que le rôle de Facebook et des réseaux sociaux, des blogs, a été exagéré. Hein. Même en Tunisie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, ça n'a pas commencé sur Facebook, ça a commencé sur le terrain. Oui. Ce sont les premiers gens, les jeunes qui sont sortis à Sidi Bouzid juste après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi qui ont commencé cette révolution. Ce n'est pas Internet. Enfin, vous dites quand même, rien ne changera si l'information, ça c'est dans le bouquin, si l'information ne passe pas, si la vérité ne se diffuse pas, si nous ne nous connectons pas. Tous les dictateurs du monde craignent la toile. La première chose qu'ils font, c'est de contrôler l'information. Oui, donc c'était la bataille suprême, malgré tout. Oui, Internet, c'était pour propager l'information, pour révéler les atrocités des régimes, des dictatures. Parce que voilà, les médias traditionnels cachaient tout, disaient des mensonges. D'ailleurs, c'est ce que vous aviez dit lorsque vous avez eu la chance de rencontrer le Premier ministre tunisien à l'époque. On va regarder ce que vous lui avez raconté à l'époque. C'est pas une chance. Regarde la police de l'autre côté, c'est horrible quand même. Ça vous rappelle l'ancien régime, ça? Mais bien sûr, ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Contre toute attente, le Premier ministre accepte de recevoir une délégation. Léna en fait partie. L'entretien durera 2 heures. J'ai tout dit. Après, on a parlé des médias et tout. J'ai dit que la censure est toujours là, que rien n'a changé en Tunisie. Voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre un commentaire rapidement sur Facebook là-dessus? Moi, j'étais en train de tweeter là-dedans. Ah, tu tweetais pendant la réunion avec le Premier ministre? Ouais, j'ai tweeté. Alors oui, effectivement, j'ai dit que vous aviez eu la chance de le rencontrer. La malchance, on devrait dire, alors plutôt. Oui, bon, c'est pas vraiment... Ouais. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Ben Ali pendant des années et des années. Il a fait partie du RCD, donc c'est pas une chance. Mais finalement, on constate que ces révolutions-là, elles fonctionnent à partir du moment où l'armée abandonne son statut habituel et se connecte et bascule du côté de la révolte. Oui. Donc est-ce que Internet pourrait pas aider justement à mieux cibler, à arriver à rentrer en contact parce que finalement ça serait ça le déclencheur, c'est ça le but? Entrer en contact avec l'armée? Oui, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de... Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Hein. Normalement, ils ont leur secret. Mais on voit que c'est ça la clé du basculement toujours, c'est l'armée. Oui, il faut dire qu'en Tunisie et en Égypte, oui, c'est l'armée, mais quand on voit la Libye, ou prenons l'exemple de l'Algérie, ça ne démarre pas parce que l'armée... Oui,